Évidemment, Montpellier n'y a pas échappé, hein. J'ai l'impression dès qu'il y a une connerie, de toute façon, on est dedans, hein. C'est obligatoire. Donc là, on avait vraiment un vrai problème d'accessibilité. C'est vraiment une mesure de technocratique. C'est pas du tout pratique, on n'y comprend rien. Il faut avoir un bac+5 et encore. Et ici, ceux qui n'ont pas les moyens de suivre cette évolution législative, eh bien, sont pénalisés. Est-ce le rétablissement des zones à faible émission? Alors, si vous avez suivi l'actualité, on peut se poser la question depuis la décision du 21 mai 2026 par lequel le Conseil constitutionnel a donc censuré une des dispositions d'un projet de loi visant notamment à supprimer les zones à faible émission. Alors ici, on va vous dire exactement en quoi consiste cette décision. Donc pensez à vous abonner, pensez à liker et à commenter. On va faire remonter cette vidéo. Pourquoi? Parce que, en fait, je pense qu'on a un peu dit tout et n'importe quoi sur les médias mainstream et c'est vraiment dommage. Dommage parce que, vous allez voir, en fait, il suffit simplement d'aller lire la décision. Alors, les ZFE, je vais revenir un peu sur le contexte. J'ai publié un post sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram. Je vous invite d'ailleurs à aller vous abonner également sur ces réseaux. On ne publie pas exactement le même contenu et bien évidemment, l'idée est toujours de favoriser l'accès au droit et la vulgarisation juridique. Donc pensez également à nous rejoindre sur ces réseaux. Les ZFE, on en a très souvent parlé sur ma chaîne YouTube, notamment en fin d'année 2024 et en début d'année 2025. Et si vous me suivez depuis quelques années, vous savez que nous avons engagé plusieurs recours devant des tribunaux administratifs visant à faire annuler notamment la ZFE de Paris et la ZFE de Montpellier. Ces recours sont toujours d'actualité et sont pendants devant les juridictions administratives. Alors les zones à faible émission, ce sont des zones dans lesquelles l'autorité politique locale, les métropoles, les communes, vont pouvoir décider d'établir des périmètres dans lesquels la circulation sera restreinte pour des véhicules considérés comme étant plus polluants. En d'autres termes, c'est un outil juridique qui va restreindre les possibilités de déplacement basés sur des critères subjectifs et évolutifs. Ces critères sont notamment ceux qui ont été fixés par les dispositions de l'article 2213-4-1 du Code général des collectivités territoriales. Pour rappel, pour ceux qui n'avaient pas suivi, c'est une loi de 2019 qui avait instauré les ZFE et avec un calendrier de déploiement de ces ZFE. Alors, au début, personne n'en a entendu parler parce qu'il manquait les dispositions réglementaires, notamment avec les seuils de polluants atmosphériques à ne pas dépasser. Et puis, c'est surtout qu'à partir de 2025, on les a étendus dans de très nombreuses métropoles. Évidemment, Montpellier n'y a pas échappé. J'ai l'impression dès qu'il y a une connerie, de toute façon, on est dedans. C'est obligatoire. Bref, on referme la parenthèse. Mais quoi qu'il en soit, à partir du 1er janvier 2025, il s'est passé deux choses. La première, on est passé d'une dizaine de métropoles, c'est-à-dire les métropoles, vous savez, ce sont des établissements publics intercommunaux, c'est plusieurs communes qui vont se regrouper pour mutualiser des compétences. Et bien, les métropoles vont passer d'une dizaine à une quarantaine. Donc ça va vraiment concerner une grosse partie de la population française, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, l'essentiel de la population française se concentre dans les grandes métropoles. Ça, c'est la première chose. Donc ça va concerner quasiment 40 à 50% de la population. La deuxième chose, c'est qu'à partir du 1er janvier 2025, il était prévu que les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2010, donc des véhicules qui ont à peine 15 ans d'ancienneté, ainsi que les véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005, sont considérés comme étant des véhicules de critère 3. Critère, R. Pourquoi? C'est une sorte de vignette qui avait été attribuée à des véhicules plus ou moins polluants. Donc là, c'était les véhicules de ces âges-là qui étaient interdits de circulation au sein des métropoles. À défaut, c'est très simple. Vous pouviez vous voir infliger une amende de 68 € pour les véhicules légers, 135 € pour les véhicules lourds. Mais il y a aussi un autre aspect des ZFE qu'on a un peu oublié, c'est que, en fait, pour lire un arrêté qui instaure une ZFE, il faut vraiment bien connaître la ville, parce que vous allez fixer dans chaque quartier les secteurs dans lesquels vous allez appliquer du critère 1, du critère 2, du critère 3, oui, parce qu'en plus, vous pouvez varier en fonction des zonages, ça c'est la première chose. Vous pouvez aussi varier en fonction des seuils atmosphériques. Alors vous voyez, en ce moment, c'est un peu la canicule un peu partout en France. Eh bien, en période de canicule, vous pouvez considérer que vous allez restreindre
restreindre davantage et donc, par exemple, considérer que même des critères 2 ne pourront pas rentrer au sein des centres-villes, et ce, à des fins de qualité de l'air. Ce qui veut dire qu'en fait, c'était très complexe déjà de s'y retrouver géographiquement. Toute la ville n'était pas soumise forcément aux mêmes règles. Et puis, temporellement, c'est-à-dire que les règles peuvent évoluer au gré des besoins. Donc en termes de lisibilité et d'accessibilité au droit, c'était compliqué. Mais surtout, dans ces mêmes arrêtés, vous aviez notamment des références à des textes qui pouvaient passer du code pénal au code de la route, et donc il fallait faire des renvois dans 2, 3 codes différents avant de comprendre exactement à quelle sauce vous alliez être mangé. Ah oui, parce que quand je vous dis c'est 68 € pour les véhicules légers, 135 pour les véhicules lourds, en fait, votre serviteur ici présent est allé lire 3 textes différents pour enfin vous donner cette règle qui est a priori plutôt simple. Donc là, on avait vraiment un vrai problème d'accessibilité. C'est vraiment une mesure technocratique. Voilà. Concrètement, c'est pas du tout pratique. On n'y comprend rien. Il faut avoir un bac+5 et encore pour réussir à comprendre dans quelle mesure vous pouviez respecter ou non les zones à faible émission. Et puis surtout, il y avait une question qui était pas à laquelle personne n'avait répondu. On fait quoi de ceux qui résident dans ces communes et qui ont des véhicules qui ne respectent pas les fameux critères fixés par la métropole? Ben là, pareil, hein, c'est la circulation, mais c'est également le stationnement. Donc, le simple fait d'avoir un véhicule dans votre jardin, eh bien, si jamais vous le sortez, le temps au moins de sortir de la commune, eh bien, vous êtes passible d'une amende de 68 €, 135 € si c'est un véhicule lourd. Bref, vous l'avez compris, on était face à ce qu'on appelle un pass écologique, un pass évidemment environnementale, une sorte d'écologie punitive qui était totalement déconnectée de la réalité parce que derrière, on avait un critère qui était basé uniquement sur l'ancienneté des véhicules et le type de carburant utilisé, sans aucune appréciation au cas par cas des caractéristiques des moteurs. Ah oui, parce que tous les moteurs ne se valent pas, toutes les marques ne se valent pas. Et la simple critère d'ancienneté ne suffit pas à raisonnablement assurer qu'un véhicule est polluant ou non. Donc, on avait évidemment un certain nombre d'incohérences. C'était une des mesures phares, notamment de la gauche, ce qui est assez paradoxal parce que celles que la gauche est censée défendre sont notamment ceux qui sont les plus démunis, les plus défavorisés. Et or, ceux qui ont les véhicules les plus polluants, c'est qui d'après vous? Généralement, ce n'est pas ceux qui ont les moyens de s'offrir des véhicules électriques. Parce que oui, les véhicules électriques restent quand même un produit gadget, un produit qui est encore coûteux et pour lesquels les Français ont encore du mal à passer à l'action pour la simple et bonne raison qu'on ne connaît pas forcément encore la valeur d'une revente d'un véhicule électrique. L'autonomie en matière de moteur électrique est encore à parfaire, même si on s'améliore. Et puis les infrastructures pour accueillir ce type de véhicule ne sont pas encore suffisamment développées. Alors si vous êtes dans certaines zones de France, ça va, mais vous pouvez effectivement vous retrouver parfois en difficulté. Donc on a ici quand même un certain nombre de choses qui font que les Français ne passent pas aussi rapidement que prévu à l'électrique. Et ici, ceux qui n'ont pas les moyens de suivre cette évolution législative eh bien, sont pénalisés. On s'est donc retrouvé avec des amendes qui ont été infligées, notamment à Lyon et à Grenoble. Là aussi, on a encore des génies qui sont hyper heureux d'aller infliger des amendes à de pauvres conducteurs qui n'ont simplement, qui ont commis comme faute, simplement de ne pas avoir suffisamment de moyens de s'acheter des véhicules plus récents. Donc, mesures antipopulaires, on a notamment Alexandre Jardin et évidemment notre maire local Jaoul qui ont vraiment participé et milité pour la défense de nos libertés fondamentales au sujet notamment des zones à faible émission. On les remercie vivement parce qu'ils ont vraiment mené le combat jusqu'au bout. Alors le combat jusqu'au bout, votre serviteur ici l'a mené devant les juridictions. Alexandre Jardin et M. Jaoul l'ont mené notamment sur les plateaux et ont tenu la baraque sur le plan politique. C'était important, évidemment, de pouvoir regrouper des personnes autour de cette cause, de sensibiliser l'opinion publique par rapport à cela. Et c'est ce qui a conduit l'Assemblée nationale à voter récemment cette suppression des zones à faible émission. Et c'est là que votre serviteur intervient. Parce que, en réalité, il n'y a pas de souci pour ma part à critiquer une décision du Conseil constitutionnel lorsque les sages, donc ces juges du Conseil constitutionnel, censurent l'expression de la volonté politique.
J'ai pas de souci là-dessus. On reviendra sur la question du rôle du Conseil constitutionnel si vous le souhaitez, c'est un autre débat. Mais là-dessus, pour moi, il n'y a pas de problème. On peut très bien critiquer parce que ce sont des personnalités politiques nommées par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, et donc il y a forcément une connotation politique qui est assez importante. Cependant, là, ici présent, si vous avez lu la décision, vous allez comprendre assez rapidement que ce n'est pas du tout de ça dont il s'agit. Et c'est regrettable. Alors oui, cette décision, vous pouviez aller la lire, mais vous aviez aussi le communiqué du Conseil constitutionnel qui est vraiment facilement accessible. Hein. Vous tapez décision ZFE Conseil constitutionnel, vous allez trouver assez rapidement. Donc dans cette décision, on apprend plusieurs choses. Tout d'abord, on voit que la saisine du Conseil constitutionnel, elle n'est pas automatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une loi, il y a un projet de loi de simplification de la vie économique qui est en débat devant l'Assemblée nationale, et au moment où elle est votée, c'est-à-dire qu'elle reçoit une majorité de votes pour l'adoption d'un texte qui a été validé à la fois par l'Assemblée nationale et le Sénat, eh bien, il y a une quinzaine de jours avant qu'elle soit promulguée par le président de la République. Durant ce délai de 15 jours, il faut aller vite, vous avez la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel. La saisine du Conseil constitutionnel, c'est notamment le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, et c'est également 60 députés, 60 sénateurs. 60 députés, 60 sénateurs, on s'aperçoit ici qu'on a notamment des députés qui se sont donc alliés pour pouvoir contester un certain nombre de dispositions de cette loi de simplification de la vie économique. Alors, avant de comprendre l'analyse de cette décision, pensez évidemment à vous abonner, à nous dire en commentaire si vous aviez compris ce qu'on va évoquer dans quelques secondes, et surtout pensez à partager. Et c'est, avant d'aller plus loin, le moment de la réclame. Gauthier, allez-y. Vous souhaitez avoir une réponse personnalisée, d'échanger directement avec moi, établir une stratégie et ainsi pouvoir déterminer s'il y a quelque chose à faire. Pour cela, rien de plus simple. Vous pouvez vous rendre directement sur notre site internet et réserver un rendez-vous. Vous n'avez plus qu'à un clic d'échanger directement. Alors le Conseil constitutionnel a censuré la fameuse disposition législative prévoyant la suppression des ZFE. Alors est-ce qu'il l'a fait pour des raisons politiques? Ou au contraire, est-ce que ce sont des raisons purement juridiques? J'ai effectivement écouté un certain nombre de personnes évoquer le sujet. J'ai entendu dire par-ci et par-là qu'il y avait une censure de la volonté politique, que c'était un véritable coup d'État, une sorte de gouvernement des juges. Bref, 9 juges qui sont effectivement 9 politiciens qui ont censuré ici la volonté du peuple. Bon, j'aurais envie de dire, il y a un risque en procédant ainsi, vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord, avant de critiquer une décision de justice, prenez le soin quand même d'aller la lire. Ça, c'est quand même vraiment la première chose. Elles sont assez longues et complexes parce qu'ici, clairement, il n'y avait pas que la question de la ZFE qui était contestée. Cependant, on avait notamment un communiqué de presse du Conseil constitutionnel qui tient en 2 pages, qui est ici présent. Et clairement, à la seule lecture de ce communiqué de presse, qui prenait quelques minutes, on aurait compris tout de suite qu'on était en train de dire n'importe quoi. Pourquoi? Eh bien parce que la raison pour laquelle la ZFE est censurée n'est pas une raison portant sur son bien fondé. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel ne dit pas c'est contraire à des lois et des libertés protégées par la Convention, et donc par la Constitution. Et donc, comme c'est contraire à nos libertés fondamentales, eh bien, on va censurer cette disposition législative, quand bien même elle résulterait de la volonté du pouvoir parlementaire. Là, ici, on aurait très bien pu entendre dire que le principe notamment de précaution, du droit fondamental à l'environnement, du droit à la protection de la santé publique pouvait justifier la censure d'une disposition législative à en devenir concernant la suppression de la ZFE. Mais c'est pas ça que dit le Conseil constitutionnel. Restez bien jusqu'au bout, le Conseil constitutionnel va nous appliquer ce qu'on appelle la théorie des cavaliers législatifs. Les cavaliers législatifs, qu'est-ce que c'est?
Eh bien, les cavaliers législatifs, ce sont des dispositions parlementaires, des amendements, des modifications de texte qui n'ont aucun rapport avec le texte débattu à l'Assemblée nationale. En d'autres termes, vous avez une loi de simplification de la vie économique qui n'avait aucun objet, aucun rapport direct ou indirect avec les ZFE. Il n'y avait pas de lien direct ou indirect avec les ZFE, et c'est la raison pour laquelle le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition, considérant qu'elle était hors sujet. En fait, un cavalier législatif, c'est dire c'est hors sujet. Et alors, sur quel fondement le Conseil constitutionnel s'est cru bon de pouvoir considérer qu'il s'agissait d'un cavalier législatif qu'on devait censurer? Eh bien, le fondement textuel, c'est l'article 45 de la Constitution. Article 45 de la Constitution, qui est apparu après la révision constitutionnelle de 2008 et qui a interdit ce genre de pratique. Alors pourquoi on a interdit ce genre de pratique? On l'a interdit pour de multiples raisons. Déjà, tout d'abord pour une meilleure lisibilité de la loi, une meilleure compréhension de la loi, un respect de l'intelligibilité de la loi, qui sont aussi des principes constitutionnels, et puis surtout pour des raisons peut-être un peu plus politiques. C'est-à-dire vous pouvez être d'accord sur le principe d'un texte et puis finalement avoir un amendement qui n'a rien à voir, qui n'est pas le sujet du texte, et vous n'avez pas bloqué tous les débats parlementaires pour ce point-là. Et donc le risque, c'est qu'on ait des dispositions législatives qui n'aient rien à voir avec l'objet principal, qui passent de manière totalement sous les radars. Ce qui pourrait être l'occasion de faire passer des dingueries, en fait, à l'Assemblée nationale. Donc conscient du risque que ça pouvait impliquer d'avoir des cavaliers législatifs, qui pourraient faire passer de manière totalement aléatoire et sous les radars des dispositions restrictives de liberté, eh bien on a considéré que lorsqu'ils n'ont pas d'objet direct ou indirect avec le texte principal, on les censure. Et cette censure, elle ne porte pas du tout sur le bien fondé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous pouvez de nouveau voter la suppression des ZFE. Mais dans ce cas-là, vous le votez dans un texte qui est en rapport avec ça, qui est en rapport avec les ZFE. Ce qui veut donc dire, en conclusion, on n'est pas face à une censure d'une volonté politique. On n'est pas face à un coup d'État des juges. On n'est pas face non plus à un gouvernement des juges, voire à un coup de Trafalgar politique. Non, on était simplement dans l'application mécanique de l'article 45 de la Constitution. Parce que respecter la Constitution, c'est aussi respecter le peuple français. Donc, moi, j'ai pas de souci à ce qu'on critique une décision du Conseil constitutionnel. Pas de problème là-dessus. Je connais les tenants et aboutissants de cette juridiction. J'ai bien compris qu'elle avait une coloration politique qui n'était pas des moindres et qui pouvait évidemment emporter des décisions plus ou moins avantageuses pour les libertés fondamentales. Je me rappelle très bien du Conseil constitutionnel lorsqu'ils ont validé la loi du 5 août 2021. On aurait très bien pu, dans cette décision du Conseil constitutionnel, considérer que la vaccination obligatoire, n'étant pas encore aujourd'hui sur des études sérieuses, avec suffisamment de recul et ne connaissant pas suffisamment les effets secondaires, eh bien, le législateur aurait dépassé sa marge d'appréciation. On aurait pu l'écrire. Et qu'au nom du principe de précaution et de la santé publique, eh bien, on recommandait plutôt une application au cas par cas, mais pas une obligation vaccinale à l'encontre de tous les soignants. On aurait pu l'écrire. Et effectivement, juridiquement parlant, ça tenait la route. Mais ce n'est pas le choix qui a été fait. Et derrière une appréciation juridique, il y a toujours une certaine idéologie politique. Et ça, malheureusement, c'est le propre même des sociétés occidentales. On n'a pas réussi encore à sortir de ce cadre-là. On a essayé d'inventer le normativisme juridique. C'est Kelsen, c'est de dire que la règle inférieure est légale parce qu'elle est conforme elle-même à la règle qui lui est supérieure. Une application un peu mécanique dans laquelle les questions éthiques, morales, sociales, économiques n'ont finalement rien à voir. On serait vraiment dans une application pure et dure du droit, une théorie pure du droit. Bien évidemment, c'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Et on peut s'en offusquer lorsqu'on voit clairement que le droit est dévoyé à des fins purement politiques. J'étais le premier à critiquer la décision du Conseil constitutionnel portant sur la loi du 5 août 2021. En revanche, sur cette décision de la ZFE, force est de constater qu'on est vraiment dans une application, pour le coup, mécanique de l'article 45 de la Constitution, qui ne remet pas en cause la possibilité pour le législateur de supprimer à nouveau les ZFE, mais cette fois-ci en respectant le respect de la Constitution.
Alors quel risque lorsqu'on critique ouvertement une décision qui, ici, pour le coup, n'était pas critiquable? Tout d'abord, ça donne un peu le sentiment qu'on est en train de tirer sur l'ambulance. Ça donne aussi un peu le sentiment qu'on va critiquer l'état de droit, parce que l'état de droit, c'est évidemment le respect de nos libertés fondamentales, à la fois par les gouvernés, mais également les gouvernants. Et pour faire respecter dans une démocratie l'état de droit, les contre-pouvoirs, comme le pouvoir judiciaire, sont indispensables. Alors oui, c'est pas parfait, je suis d'accord avec vous, mais on n'a pas trouvé mieux pour l'instant. Et en tout cas, ce pouvoir judiciaire, on l'affaiblit chaque fois que l'on critique une décision de justice à tort. Lorsque c'est fondé, lorsque juridiquement parlant, il y a une critique qui peut être fondée, pour moi, je suis le premier à critiquer une décision de justice, et Dieu sait qu'il y en a un certain nombre qui sont mauvaises, et tous les professionnels du droit les reconnaîtront facilement. Cependant, ici, on avait une décision qui ne remettait pas en cause le choix politique, qui était appuyée sur l'article 45 de la Constitution, donc le respect d'un texte fondamental, et qui était motivée, expliquant pourquoi il n'y avait pas de lien avec l'objet principal qui visait à simplifier les démarches administratives. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que, en se prononçant sur une décision que nous n'avons pas lue, on passerait pas pour des idiots? Est-ce que, en tirant sur l'ambulance, on ne serait pas en train d'affaiblir l'état de droit? Et est-ce qu'à l'avenir, si on avait une nouvelle censure de la part du Conseil constitutionnel, il ne serait pas plus intéressant d'aller lire la décision et de savoir de quoi on parle avant de la critiquer? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pensez à vous abonner et on se retrouve dans quelques instants pour notre émission Justice citoyenne, le scandale AdBlue. A tout de suite.